Alors, nous y voilà. Partie 9. 9e classe, dernière classe parmi les 9 classes. Bien évidemment, je le répète, toutes les cartes dans les autres vidéos n'ont pas été présentées. Toutes les cartes sont sorties pendant que je vous parle. Je ne les ai pas toutes vues. Je finis donc ma vidéo du voleur. Et la prochaine vidéo, on parlera des créatures neutres ainsi que toutes les créatures que j'ai ratées et dans les classes. Notamment, probablement, il y en a au moins une ou deux dans chaque classe. Ça, c'est sûr. Donc là, j'ai changé ma caméra, elle est en haut à droite et normalement je n'aurai pas à bouger, j'ai vérifié. Aucune carte ne vient là. C'est un peu mal cadré, mais j'ai préféré faire ça plutôt que bouger ma caméra et tout. Tant que vous pouvez, tant que les cartes sont lisibles, je pense que c'est le plus important. Donc, en cas l'enseveli. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Une 5-5 pour 5, légendaire voleur. Change tous les serviteurs avec Raldagony de votre main en serviteur 1-1 coûtant un cristal. Donc, si vous avez une main donc, je ne sais pas, de Raldagony intéressant, donc pas de ton, hein, Raldagony intéressant, vous allez donc les réduire à un mana. Bien évidemment, tout le monde a la même idée en tête. Go jouer des cairns, encore une fois cairns, des cairns, des trucs comme ça qui profitent des Raldagony qu'ils ont. Alors, oui et non. Donc moi, j'ai normalement proposé plusieurs choses. La première, le dragonnet mécanique. Pourquoi dragonnet mécanique? C'est une 2-2 pour 6. Que ce soit une 1-1 ou une 2-2, on n'est pas à ça près. Pourtant, ça va réduire son coût de 5, ce qui fera que ça sera une 1-1 pour 1 mana, au lieu de 2-2 pour 6, qui aura un Raldagony une 7-7. Donc, value quasi infini, 5 mana à gagner, euh, tout simplement incroyable. Alors, le 15 sabot de sang, le fameux, comme d'habitude, c'est pas la même chose que le dragonnet mécanique, qui est plus solide. Mais c'est une 1-1 qui invoque une 4-5. C'est jouable si tu joues un deck basé sur le drop. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, je parle aussi du dynamiteur des tunnels, de tunnels. Carte absolument injouée qu'en arène. Euh, une bonne carte. J'aime bien. Parce qu'en fait, le voleur manque d'AOE. Surtout depuis qu'on lui a enlevé la seule bonne AOE qu'il a euh, de late game. Donc purée, comment on dit en français déjà Assommer, non, assommer c'est. Vanish, comment on dit en français Vanish peu importe, vous savez de quoi je parle. Disparition, voilà. Oh, putain. Disparition. Donc, disparition, depuis qu'il l'a enlevé, très peu de moyens de se défendre contre des gros boards, etc. Ça, c'est une solution possible. Donc, c'est 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Provocation, ça te protège. Donc, c'est posé au tour 7, c'est ok. Si c'est pas tour 7 avec avec la AK l'enseveli, c'est pas mal. Genre, jouer AK l'enseveli, tu as un dragonnet pour un cairn pour un ça pour un tu poses tout en même temps, et s'il meurt, il trade le board en face à peu près, et Terral d'Agonie meurt, ce qui est tout bénef. À voir, à voir. Docteur dérangé, pareil pour la même raison. Donc c'est pour des raisons défensives. Donc on a l'AOE, et maintenant on a le heal. Donc c'est toujours bien d'avoir une 1-1, Ral d'agonie rend 8 points de vie à votre héros. On ne sait jamais, même si j'y crois pas du tout celle-là. À voir. Mekatoon, bon. Euh, Je pense que tout le monde y a pensé, hein. Transforme Herald d'Agonie dans votre main en 1-1 pour 1. Tu fais ça pour Mekatoon, tu joues un voleur Mekatoon. T'as même plus besoin de faire des combos farfelus. Il suffit de garder une backstab, attaque sournoise dans la main. Il te reste deux cartes, tu poses ton Mekatoon, tu joues attaque sournoise et c'est la fin. Alors, la question c'est, est-ce que voleur est capable de jouer Mekatoon? Est-ce qu'on a déjà vu? La réponse est non. Le voleur n'a pas le sustain nécessaire, slash armure, slash de AOE, slash taunt, etc., qui lui permettent de survivre. Mais il a une carte très intéressante qui s'appelle Mira. Quelque chose. Purée, en français, j'ai un problème avec le nom des cartes en français, quoi. Purée, faut que je recommence à jouer en français. Bref, une carte qui, donc, pour 5 mana, une légendaire, fait piocher tout ton deck. Donc, si vous avez Mekatoon en main, et bien évidemment en cas, vous pouvez tout simplement jouer le sort, ce qui va dégager votre deck
Et vous pouvez donc finir de jouer les cartes dans votre main, jouer en cas dans le même tour, hein. Ah non, on peut pas, parce qu'en cas, il faut qu'elle meure aussi. Si vous n'avez pas de carte dans votre deck, main et champ de bataille. Donc voilà, vous mettez en cas, c'est une combo sur plusieurs tours, mais le Mekaktoum peut arriver bien avant le T10, hein. Avant le T10, vous pouvez OTK l'adversaire quasiment, dans certaines situations. Donc c'est le Mekaktoum le plus rapide sur le papier, qui peut être le plus rapide en tout cas, mais encore une fois, j'y crois pas. Mais à noter, synergie intéressante. Alors, lame en écrium, tout ce que je viens de dire, que ce soit Docteur dérangé, Dynamiteur des tunnels, sabot de sang, dragonnet mécanique, tout ça, c'est parfait avec la lame en écrium. Tu joues ta lame en écrium tour 3, tu tapes ou tu ne tapes pas, tu t'en fiches. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois après que tu joué, tant que tu as légendaire, tu auras des 1-1 pour 1 qui auront la plupart du temps un bon râle d'agonie. La lame en écrium, tu peux comment dire, la curver parfaitement avec ce genre de carte qui coûtera pas cher du tout. Honnêtement, je pense qu'elle est obligatoire cette arme dans un deck d'agonie. Trop forte. Le porte-guerre, n'importe quoi, Anubisat. Une 9-6 pour 9, des statistiques dégueulasses. Râle d'agonie donne +3/+3 à tous les serviteurs de votre main. Pourquoi je parle de ce râle d'agonie? Parce que c'est l'un des plus chers, donc probablement l'un des plus rentables d'une manière un peu robotique avec Anka. Donc Anka, elle réduira de 8 cet individu. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on doit le mettre dans notre deck? Oui et non, parce que quand tu vas réduire ta main à 1, tu veux que ça touche beaucoup de serviteurs, c'est vrai. Mais le truc, c'est que ces serviteurs-là, ce sera des 1-1. Tu voudras juste les jouer rapidement, tu vas vider ta main le tour d'après pour avoir du board ou de la tempo. Et tu vas pas d'abord jouer le porte-guerre, attendre, il meurt, puis tu joues tes 4-4 pour 1. Ouais, je pense pas, hein. Donc c'est vraiment. C'est à noter parce que c'est quand même fort. Mais ouais. Peut-être, en fait, la question que je me pose, c'est que tout le monde considère. Merde, oh là là. Qu'est-ce que je suis bête. Tout le monde considère cette carte comme étant une carte avec plein de râles d'agonie. Peut-être pas. Peut-être tu la joues pour quelques râles d'agonie. Tu mets un autre deck, un deck tempo, je sais pas quoi. Notamment celui-là, cette râle d'agonie. Tu en mets 2 exemplaires dans ton deck. Tu joues en cas. Tu joues ça. C'est un 1 qui va, dès qu'elle va mourir, va donner +3/+3 à tous tes laquais, à tout ce genre de créatures dans un deck tempo que tu as. Et c'est tout bénef. À voir. Et aussi ça. Alors ça, pardon, je l'ai trouvé sur Reddit. Ouais. Je l'ai trouvé sur Reddit. Donc c'est en anglais, donc je vais expliquer. C'est une combo OTK proposée par quelqu'un qui n'est pas si improbable, on va dire, même si ça réunit beaucoup de cartes et que le voleur combo, c'est là. Le voleur, ouais, on verra. Mais en tout cas, donc tu joues tour 5 en cas. Tu réduis donc tes Anubisat à 1. Ils donneront donc +6/+6 à toute ta main. Alors lui, il précise que voilà quoi, pour être sûr, tu les tues avec des backstabs, donc des attaques sournoises. Mais bon, donc le gars il est en train de nous dire qu'il faut Anka, il faut les 2 Anubisat au tour 5, hein, et les 2 attaques sournoises, et sachant que tu dois avoir Leroy et les 2 pirates dans la main. Ok, super. Donc moi, un peu plus terre à terre, je vais dire que tu as les Anubisat en main, un ou deux, on s'en fiche. Tu joues la carte, tu les poses, ou tu la poses, ça meurt, ça buff tes créatures, que ce soit ton Leroy, que ce soit n'importe quelle charge et tout. Ce qui compte, c'est que ça buff énormément tes charges. Et le gars dit comme quoi au tour 7, tu peux mettre 28 de dégâts tête, donc 30 de dégâts à la tête avec le pouvoir héroïque, bien évidemment que tu auras joué au tour précédent, avec les 2-1-1 que tu auras posé, bien évidemment. Donc ouais, c'est OTK, mais d'ici là, tu auras peut-être probablement déjà mis des dégâts à la tête. Donc t'es pas obligé d'avoir un OTK qui met 30. Euh, c'est lent, c'est lourd à exploiter. C'est possible, à voir. Encore une fois, le voleur, c'est pas son genre, il a pas de sustain, il a pas de quoi se protéger entre temps. Non, je crois pas.
Mais j'ai noté quand même. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un qui l'a fait, je précise. Je l'ai pris sur internet, j'ai vu, c'était intéressant. Mira source pu. Alors, Mira. Ok, donc le sort c'est élément instable de Mira. Je viens de m'en rappeler. C'est par rapport à la légendaire. Élément instable de Mira en français. Voilà. Donc, c'est une 4-2 pour 5 qui, en cri de garde, découvre un râle d'agonie. Yes, un serviteur avec râle d'agonie et gagne son râle d'agonie. Donc ça le découvre, donc ça le met dans ta main et ça gagne son râle d'agonie. Pourquoi je la mets? Pourquoi je la barre? Je la barre parce qu'en fait, cette carte ne va pas être réduite. Parce que ce n'est pas un râle d'agonie en soi. C'est un serviteur avec cri de guerre qui va gagner un râle d'agonie. C'est pas la même chose. Donc ça ne marchera pas avec Ankh l'enseveli. Très important. Vous me direz, oui, c'est logique, t'as pas besoin de préciser ça. Si. Pourquoi j'ai besoin de préciser ça? Car Graal le requin. Graal le requin, cri de guerre, dévore un serviteur de votre deck et gagne ses caractéristiques. Râle d'agonie le place dans votre main. Graal le requin est un serviteur Râle d'agonie. Car même s'il a un cri de guerre qui lui permet de manger, qui n'affecte son Râle d'agonie qu'après l'avoir joué en cri de guerre, c'est un serviteur Râle d'agonie quoi qu'il arrive. Comment je sais ça? La manière dont la carte est écrite. Cri de guerre, dévore un serviteur de votre deck, gagne ses caractéristiques, point. Râle d'agonie, 2 points. Donc ce serviteur a Râle d'agonie dans son nom. Il a un râle d'agonie, 2 points. Alors que là, c'est découvre un serviteur avec râle d'agonie et gagne son râle d'agonie. C'est pas la même chose. Ce serviteur n'a pas râle d'agonie de base. Celui-là, si. Donc même s'il vient de ton deck directement sans que tu aies joué à un cri de guerre, ça va être considéré comme un râle d'agonie. Un exemple de ce pourquoi j'en suis convaincu et que c'est le cas, le cube. Notre ancien cube qui a disparu maintenant, aimé de tous, bien évidemment, une carte très équilibrée. Merci Blizzard. Cube carnivore, une 4-6 pour 5. Cri de guerre, détruit un serviteur allié. Râle d'agonie, 2 points. En invoque de copie. Donc ce râle d'agonie ne fait quelque chose que si le cri de guerre a été activé. On est d'accord. Et pourtant, cette carte est bien un râle d'agonie. Enzot nous l'a prouvé, parce que Enzot invoque vos serviteurs avec râle d'agonie mort pendant cette partie. Il ramenait le cube, alors que ce ne sont pas censés être un râle d'agonie. Et aussi le Sointuintant, une carte chasseur qui n'a été jouée par personne. J'ai fait des tests à mon plus grand désespoir. Qui en cri de guerre gagne le râle d'agonie d'un serviteur allié de votre deck. Et combien de fois mon désespoir a été grand lorsque, au lieu de prendre le râle d'agonie d'un serviteur absolument cheat que j'attendais, à l'époque c'était la 6-6 pour 8 qui appelait une bête de ton deck. J'ai oublié. Bref, il y avait des râles d'agonie très puissants que j'attendais. Et à la place, j'ai le cube carnivore. J'ai donc aucun râle d'agonie. Je me tapais cette carte. Cri de guerre, 5-4 pour 6. Point à la ligne. Donc je m'en rappelle de ça, ça m'a marqué. Euh, quoi encore? C'est tout. Donc j'ai noté 3 pour. Pourquoi 3? Du potentiel. Vraiment la définition du potentiel. Pourquoi 3 et pas 4 et pas 5? Déjà je vais commencer. Pourquoi pas cheat? Parce que c'est un archétype qui n'a jamais fonctionné, le râle d'agonie. Cette carte est vraiment la meilleure carte râle d'agonie qui soit sortie, en tout cas dans l'archétype, pour le voleur bien sûr. Donc si cette fois ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, ce voleur-là. Mais il y a un peu d'espoir, notamment avec le sort qui coûte 2 maintenant, qui ramène 2 râles d'agonie dans ta main. Donc ça peut être de la value avec Ankh, même si c'est très aléatoire. Il y a beaucoup de serviteurs râle d'agonie très nuls. Euh, Il y a moyen de faire des trucs vraiment incroyables. Genre pièce ça au tour 5 poser 5 râles d'agonie, ridiculeusement cheat. Notamment, j'ai oublié de le préciser, la 3-3 pour 7 qui en râle d'agonie appelle un serviteur coûtant 8 de votre deck. Je ne l'ai pas mis à mon plus grand désespoir, je suis désolé, mais cette carte est clairement dans ce genre de deck. Parce que si tu joues Ankh et que tu la joues, elle meurt, ça te ramène un tour 8, laisse tomber. C'est super méga value, super tempo. Donc elle est dangereuse cette carte, elle peut faire des trucs de ouf. Elle vole, quand elle sera jouée, elle fera des trucs de ouf, elle gagnera des games à coup sûr. Mais pour moi, elle ne passera pas l'épreuve du temps. Elle n'aura pas les outils nécessaires pour être assez forte pour, pour tenir tête à tous les decks de la méta. Elle se fera rouler dessus probablement par les agros.
et j'en passe. Parfois, elle ne gagnera pas les contrôles non plus. 3 étoiles, peut-être même que c'était peut-être un peu trop, peut-être 2 étoiles pour cette carte. 3 étoiles parce que pour le potentiel combo que ça peut faire. Voilà, parce qu'elle peut être mise dans les decks combo ou des decks basés sur le Râle d'Agonie. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, donc on s'arrête là pour cette carte. On passe à la suivante. Ambre de la mort. Donc ça, c'est avec le sort du prêtre qui coûte 1. Les deux dernières cartes que j'ai analysées avant d'aller chez la brute. Le bourrin, pardon. C'est pareil. Donc je l'ai fait un peu à la vite, je l'avoue. De découpage de la carte le montre d'ailleurs. Choisis un serviteur pour 4. Place 3 ombres dans votre deck qui en invoque une copie quand elles sont piochées. Waouh. Quand j'ai vu cette carte, d'ailleurs jusqu'à maintenant j'y ai pas encore assez réfléchi je trouve. Il me manque encore de la réflexion. Il faudrait que je réfléchisse encore 1 heure à 2 heures dessus. Juste pour elle. Ça peut être abominablement nul. Comme absolument cheat. Bien évidemment, je l'ai comparé à la Fal d'oreille. Bon, là c'est en anglais, mais c'était la seule image, je m'en rappelle, que j'ai trouvé qui vraiment regroupait tout ce que faisait la carte, quoi. Donc, la 4-4 pour 4 qui met 3 sorts dans votre deck qui s'appellent Spider Ambush, qui, quand ils sont piochés, invoquent les 4-4 que vous voyez à droite. Donc, on a d'abord la 4-4 qui met 3-4-4, 3, ouais, 3 sorts. Quand elles sont piochées, mettre des 4-4 dans le board. On peut les comparer, bien sûr. Le prix. Le même prix, le même effet, prend 3 cartes et quand elles sont piochées, on peut 3. Donc, est-ce que cette carte était bonne? C'était l'une des meilleures cartes du voleur. Sans l'ombre d'un doute, jouée dans tous les voleurs. Avant que le requin soit là, avant que... Il n'y avait pas de souci, elle était jouée. Dans tous les decks voleurs tempo. Tous. Trop forte cette carte. Est-ce qu'on peut dire que l'autre est trop forte pour autant? Oui et non. Oui, enfin on va commencer par non d'abord. La différence c'est qu'il n'y a pas le body 4-4. C'est une différence énorme. Ce qui faisait que cette carte était trop forte, c'est que c'était une 4-4 pour 4, c'était ok, vraiment ok, et que ça te mettait de la value tempo de malade dans ton deck pour le plus tard. Et si tu piochais beaucoup, etc. Là, la grosse différence c'est que c'est une énorme perte de tempo. Donc quel genre de voleur tu peux te permettre de faire un tour à vide? Numéro 1, voleur combo. Maligos, n'importe quoi. Numéro 1. Numéro 2, Râle d'Agonie qu'on a vu notamment avec ce genre de carte, celle-ci, qui d'ailleurs coûtera 1. Si elle coûte 1 grâce à la légendaire et que tu la poses 1-1 et que tu joues ce sort donc sur elle, elle reviendra pas 1-1 bien sûr, elle reviendra 9-6. Pareil pour le Cairn, pareil pour le Mechatoon par exemple, pareil pour le Docteur Dérangé, pour le Dynamiteur, ainsi que le Dragonnet Mécanique. Donc toutes ces cartes-là reviendront telles qu'elles sont de base, même si elles sont affectées par la légendaire. Ouais, donc j'ai parlé de la légendaire, donc là j'ai expliqué, la légendaire combote très bien avec cette carte, complètement. Cairn, sabot de sang. Ah, et la note directe. Donc j'ai donné Cairn, sabot de sang en tant qu'exemple, et je savais que au cours de la vidéo je donnerai les autres exemples. Ça fonctionne très très bien, les râles d'agonie. J'ai mis 4. Aïe 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 aïe, pourquoi j'ai mis 4? J'ai mis 4 parce que ça m'a rappelé cette carte, même si c'est très différent, il n'y a pas le body. Mais j'allais mettre 3 parce que je me suis dit que c'est une carte ok, qui est bonne. Le voleur peut beaucoup piocher, en profiter, ça peut vraiment donner des trucs dingues. Mais choisis un serviteur. Ça peut être un serviteur adverse. Je me suis dit, cette carte, au début, je me suis dit, bon, comme tout le monde, je me suis dit, c'est fort. J'ai réfléchi un peu, je me suis dit, en fait, finalement, c'est nul. Parce que si t'as pas de serviteur, c'est mort, c'est une carte morte. Et je le pense aussi encore. C'est nul. Quand t'as pas le board et tout, ça va pas t'aider à le reprendre. Alors que ça pouvait t'aider à le reprendre. Avec une bonne RNG, ça te faisait piocher ne serait-ce qu'une 1-4-4, c'était hyper value. Ça va pas t'aider à le reprendre, mais tu peux viser un serviteur adverse. Bon, bien évidemment, ça sera pas aussi bon que ce que toi t'as mis, mais pas forcément. Prenons que je joue contre un contrôle. Bien sûr, contre un aggro, c'est faible, c'est bien plus faible que ça, on est tous d'accord. Mais prenons que je joue, il y a deux possibilités.
Je vais mettre un deck autour de cette carte qui va en profiter. Donc c'est ok. Mais je peux aussi, contre un contrôle, utiliser ses propres créatures ou un midrange, utiliser ses propres créatures contre lui. Notamment, je pense à un Leroy, quelqu'un qui joue Leroy contre toi, ou toi-même tu joues Leroy, même si c'est compliqué. Euh, avec Leroy, c'est ouf, hein. Bon, passons. Euh, donc, ouais, le gars joue Leroy en face de toi. Tu prends ses Leroy, tu t'en mets 3 dans le deck. Tu peux vite le massacrer. Bon, si tu joues Leroy, c'est qu'il t'a mis cher quand même, hein. Mais avec ton propre Leroy aussi, c'est intéressant. J'ai pas parlé de ça. Tu mets un Leroy, tu en places 3 dans ton deck. Choisis un serviteur. Place 3 ombres dans votre deck qui contient, on invoque une copie. Ouais, en plus, en général, tu pioches que pendant ton tour, pas le tour de l'adversaire. Ce qui fait que les Leroy, tu pourras taper directement avec. En fait, cette carte est forte avec un élément instable de Mira aussi. Élément instable de Mira, tu remets 3 créatures dans ton deck qui vont apparaître directement sur le board. C'est un truc de ouf avec l'élément instable de Mira. C'est tout ça qui m'a amené à avoir 4. Je me rappelle, c'était pas une réflexion, même si j'ai pas assez réfléchi, j'avais réfléchi à plusieurs combos qui m'avaient amené à dire que ça pouvait vraiment être fou. Élément instable de Mira, avec la nouvelle légendaire Aldagony, avec notamment probablement du Leroy. Il y a quelque chose à faire avec cette carte. 4, c'est peut-être un peu exagéré, je le conçois. Il y a quelque chose à faire avec cette carte de très intéressant. Malfrat des parias. Waouh, pourquoi je mets un Malfrat des parias ici? C'est une carte à analyser? Ouais, mais que là. Excusez-moi, je vais juste voir s'il n'y a pas une carte qui a sauté au moment du. Ah, c'est vraiment pas de chance, hein. Euh... Ok, ok. Ok, je comprends. Donc, ouais, en effet, j'ai euh, j'ai présenté cette carte bien plus que je ne le pensais en fait. C'est-à-dire que ça, la note, elle est sortie bien avant tout ce que je voulais présenter avec. Je voulais présenter le Malfrat des Parias, pourquoi? Parce que je me disais que j'avais fait plus de travail sur cette carte. J'ai présenté le Malfrat des Parias pour l'Ombre de la Mort, parce que c'est vrai de présenter des combos, du Kern, du Leroy, c'est bien, mais il faut présenter aussi des cartes qui peuvent être jouées en curve avec celle-ci. C'est bien de la garder en main, mais sur quel genre de cible je peux la curver? J'ai mis le Malfrat des Paras parce que c'est une carte quasiment voleur, tellement elle est forte en voleur, et qui n'est pas nulle à mettre 3 copies dans ton deck. C'est vrai que tu perds énormément de tempo le moment où tu fais ça, mais c'est légèrement, je dirais, au même niveau que ça. Ouais, mais t'obtiens pas le body 4-4. Hein. Avoir une 3-3, avoir le Malfrat des Parias, c'est au même niveau à peu près qu'une araignée. Parce que, ouais, si t'as une arme équipée, c'est mieux. Mais si tu l'as pas forcément, on va dire que c'est au même niveau. Mais en contrepartie, t'as pas le body 4-4 que te propose la falle d'oreille. Alors que là, tu l'as pas, quoi. Donc ouais, j'ai proposé quand même quelque chose de curvé. J'ai parlé du roi Mukla aussi, pareil, curvé. Roi Mukla, ça met 2 balles à l'adversaire, ça n'a jamais été trop joué, on le sait. Mais là, dans un deck vraiment... tu poses un Mukla, tu le mets... Non, nul. Non, je pense pas. Là, j'en parle parce que voilà, on en discute, pas de souci. Ah, je vais bouger la webcam, c'est mieux comme ça. Pas de souci, j'en discute. Mais non, j'y crois pas du tout. Archibald Vorgoth. Bon, on va pas se le cacher pourquoi. Archibald Morgoth, s'il arrive à survivre, Ombre de la mort sur lui. Après, bon, Ombre de la mort peut partir sur un serviteur adverse. Mais c'est tout bénef, parce que quand vous piocherez le sort qui invoquera le serviteur adverse, vous continuerez de piocher quand même, ça ne change rien. Donc avec l'Archimage Morgoth, c'est un super combo, comme d'habitude, Archimage Morgoth. Zileax, que dire? Tu mets Zileax, c'est toujours bien de récupérer du Zileax. Chasse-boue,
pour 5. Carte jamais vue, inexistante. Mais c'est une 5-8 ruée pour 5. Donc, quand tu la récupères comme ça, il n'y a pas de défaut. Bon, le défaut, c'est qu'en cri de guerre, ça donne 2-1, 2-1. Mais voilà quoi, ça pallie au cri de guerre quand elle est invoquée via un sort. Donc, ça sera du 5-8. Bon, j'y crois pas, mais Ziliat, bon, c'est possible, bien sûr. Ça, j'y crois pas trop. Grizzly, ça reviendra en tant que 3-12. Pourquoi pas un voleur qui joue un Grizzly un jour, défensif. Ou tu peux voler Grizzly de l'adversaire, en fait. Si tu joues contre un adversaire, tu joues un peu plus agressif, tu tombes contre un Grizzly, tu peux le prendre. Comme ça, quand les Grizzly arriveront, ils protégeront tes créatures. C'est une idée comme les autres. Maligos, bon, Maligos, s'il arrive à survivre, en général, t'as gagné. Donc, le remettre dans le deck, c'est peut-être pas si pertinent que ça. Leroy, j'ai fait exprès de mettre le Leroy à 4 parce que j'avais prévu de faire, quand j'avais fait le montage, j'avais prévu de faire la vidéo avec le bourrin et je voulais lui montrer que Leroy coûtait 4 parce qu'il n'a pas connu cette époque et c'était rigolo. Ouais, maintenant il coûte 5 bien sûr. Avec Leroy, c'est super fort. Et voilà, donc voilà, c'était là où la note était censée être mise. Je m'excuse encore une fois, là pour le coup, c'est pas de ma faute, c'est le logiciel que j'utilise qui n'a pas suivi l'ordre, alors que je les ai bien nommés par ordre. C'est pas grave. Euh, on passe à la carte suivante. Donc le maître de la frappe tourbillon. Maître, c'est un homme? Non, c'est une femme ça. Attends. Maître de la frappe tourbillon. Oh mon dieu, je suis con. Je pensais avoir lu le maître de la frappe tourbillon. Non, non. Ouais, mais normalement c'est maîtresse. Maîtresse de la frappe tourbillon, si c'est une femme. Si c'est une femme. Ça m'a l'air d'être une femme. Bon, c'est pas grave. C'est bizarre ça. Donc c'est une 1-2 pour 2 qui, à chaque fois que vous jouez une carte avec combo, donc éviscération, le, le voyou du mal que tout le monde connaît maintenant, ajoute une carte combo aléatoire dans votre main. Donc si je me souviens bien, j'ai d'abord montré les cartes combo qui étaient jouables dans la main. Non, j'ai d'abord comparé comme d'habitude. J'ai toujours comparé à ce qui a existé. Lyra. Lyra était une carte qui coûtait 5, donc qui était bien plus chère que celle-là, mais qui a chaque fois pardon, que tu jouais un sort, te donnait un autre sort, que tu pouvais rejouer, etc. C'est exactement la même chose là. Tu joues une carte combo, tu rejoues une autre carte combo qui te permet de comboter indéfiniment. La différence, c'est que l'IRA, il avait les élémentaires radieux qui réduisaient le coût des sorts, ce qui permettait vraiment d'enchaîner. Voilà, quoi. Que l'IRA, même si elle mourait, elle se faisait ressusciter. Voilà, c'était surtout ça. C'est pas la carte, c'est le fait qu'elle était ressuscitée via des sorts, etc. Donc voilà, les comparer, c'est peut-être pas la meilleure idée. Éviscération, qui est la meilleure carte combo probablement avec, bon pas lui, mais bon, lui, on va pas se cacher, c'est le meilleur. Mais voilà, lui, le voyou du mal, Van Cleef, agent du 6-7 éviscération, 4 cartes combo excellentes, jouables dans tous les decks voleurs jusqu'à aujourd'hui, totalement jouable. Et voilà quoi. Mhm. Et voilà, donc j'ai mis un truc en vert pour le voleur. Donc j'ai calculé, il y a 13 cartes combo voleur. Pour le moment, au moment où j'ai fait la vidéo, peut-être d'autres cartes combo ont été ajoutées. La probabilité d'obtenir une éviscération après avoir joué une est de 7,7%. Donc si vous avez cette carte sur le board et que vous jouez une éviscération, vous avez 7,7% de chance de récupérer une autre éviscération. En tout cas, vous avez 7,7% de chance de récupérer un voyou du mal, ou un Van Cleef, ou un agent du SC7. C'est toutes les cartes qui ont la même proba. Par contre, la probabilité d'obtenir un létal farfelu à base de 4 éviscérations jouées, une donnant une autre, et ainsi de suite, est de 0,004. Donc, bien évidemment, je considère que vous avez le maître de la frappe tourbillon dans votre main, que vous le ou la jouez, je n'en sais pas, et qu'ensuite vous jouez une éviscération que vous avez dans votre main. C'est pas le maître est sur le terrain et vous jouez éviscération, non. Je considère que vous jouez le maître et que vous cherchez à avoir 3 éviscérations, sachant que vous en avez une dans votre main. Donc voilà le premier calcul. Donc si vous avez 10 de mana, bien sûr 10, bien sûr, et que vous jouez le maître tourbillon pour 2 de mana, éviscération,
et que vous récupérez une éviscération, qui vous donne une éviscération, qui vous donne une éviscération, il y a 0,004% de chance que ça arrive. C'est bien à noter ce genre de choses. Parce que bon, j'ai parlé d'éviscération parce que les autres cartes n'ont pas forcément des dégâts face. Et la probabilité de jouer 4 éviscérations avec 2 en main est de 1,51%. Donc si vous avez une ou un, bon, oh mon dieu, purée de merde, je sais même pas ce que c'est. Maître de la frappe tourbillon. Ah, c'est une femme. Donc si vous la jouez avec alors que vous avez deux éviscérations en main et que vous les jouez, vous aurez à ce moment-là 1,1% de chance d'avoir deux autres éviscérations. Parce que vous pouvez les jouer et que chacune vous donne une éviscération, ou que une vous donne une éviscération, l'autre non, et qu'en jouant l'éviscération qu'on vous a donnée, vous en récupérez une autre. Bref, j'ai fait les calculs, c'est 1,1%. Bien évidemment, les calculs sont à peu près. Peut-être je fais des erreurs, pas sûr, mais c'est des calculs faciles, je devrais normalement pas faire d'erreurs. Alors, donc la question qui se pose est simple. Donc après tout ça, après que j'ai fait ces calculs, la question qui se pose est très simple. Pourquoi serons-nous tous confrontés à cette situation le première semaine de sortie de l'extension? C'est une question un peu débile et surtout drôle. Enfin, je vais dire ironique. C'est peut-être pas drôle. Mais c'est vraiment une problématique intéressante. J'ai joué avec beaucoup de gens sur Hearthstone qui sont persuadés que c'est pas RNG, qu'il y a un algorithme qui crée des situations drôles pour que le jeu soit partagé sur les réseaux sociaux, etc. Sans déconner, hein, au début, bon, je me moquais d'eux, après je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est possible qu'ils fassent ça? Bon, bien sûr que non, mais c'est vrai qu'il nous arrive des trucs de ouf, hein. Je joue à Hearthstone, c'est vrai que je joue beaucoup, mais il m'est arrivé des situations rocambolesques, des probabilités minables. Il m'est déjà arrivé une situation où j'avais une chance sur 3600 de mourir. J'avais calculé, je me rappelle. J'étais mort, et en plus j'avais dit à l'avance que j'avais très peu de chances de mourir. Et j'ai dit, il ne peut me tuer qu'avec ça. Il l'a eu, c'était incroyable, des scènes incroyables. Et là, je me demande, la première semaine d'extension, ça va m'arriver. Il va y avoir un joueur de cette carte qui va me jouer éviscération, qui va avoir éviscération, qui va avoir éviscération, qui va avoir éviscération. Là, au moins, si vous tombez contre ça, vous saurez que s'il en avait une dans la main, c'est 0,004. Et s'il en avait deux dans la main, 1,1% de chance. Au moins, maintenant, vous pouvez rager en toute tranquillité. Une étoile, catastrophique. Jamais joué, nul, nul, nul. C'est pas, je pense impossible cette carte est jouée pour moi. Oui, combo, qui te donne carte combo, 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 combo. Non. C'est pas nul, bien sûr, j'aurais pu mettre deux étoiles. C'est vraiment à la limite, elle, d'être deux étoiles. Genre en mode, elle est pas nulle, mais elle sera pas jouée. C'est à peu près ce qu'est le deux étoiles. Mais j'ai mis une étoile parce que vraiment, je crois qu'on verra jamais cette carte. Franchement, c'est mon avis. Je pense qu'on verra pas cette carte. C'est le genre de carte qui ne touchera pas le board, quoi. Alors c'est le genre de carte qui, à la fin de l'extension, à la fin de la rotation de l'extension, on dit ah putain, il y avait cette carte. Pourtant, elle n'était pas si nulle. Attends, je vais la tester dans un deck. Et là, t'es content. Tu fais ton deck, tu testes une game, deux games, tu te fais des montes et tu te dis ah purée, c'est pour ça qu'elle n'était pas. En tout cas, ça m'arrive à moi. À chaque fois, à chaque fin d'extension de rotation, je vous revois toutes les cartes. Je dis purée, cette carte, je l'ai pas assez jouée. Attends, je la joue, je fais un deck autour, je la mets bien. Nul. Je comprends pourquoi elle n'a jamais été jouée. Ouais, moi, j'y crois pas du tout. Vraiment, hein. Vraiment pas du tout. J'ai vu des gens dire que cette carte était forte. Ouf. Carte de ouf. On verra. Plaie de la folie. Donc le chaman a eu plaie des murlocs. Le prêtre a eu plaie des sables, je crois. Le guerrier a eu une plaie bizarre. Et le voleur a une plaie très agressive. Donc chaque joueur équipe un couteau 2-2 avec toxicité. Ça nous rappelle le projet d'armement. Chaque joueur équipe une 2-3 et 6 d'armure. Chaque joueur 2-2 toxicité. Alors, je vais les comparer. Elles représentent bien leur classe, ça c'est sûr. Ça pour le guerrier et ça pour le voleur. Là, pourquoi celle de guerrier était forte, vraiment forte, jusqu'à maintenant, hein, pardon,
C'est parce que, en fait, ça donnait 6 d'armure à toi qui pouvait en profiter bien plus grâce au. euh, comment ça s'appelle heurte de bouclier en français, ouais, voilà. Et notamment le sort qui casse ton armure et qui fait des dégâts en AOE. Rajouter à cela le fait qu'avoir une arme de 3 est plus rentable pour toi, parce que tu es plus, en général plus contrôle que les autres et tu tapes dedans, alors que lui, tu tapes face peut-être. Que tu peux casser l'arme en face juste après avec Harrison pour piocher 3 cartes ou avec un limon. Donc c'était vraiment une bonne carte. Là, on a une carte beaucoup plus agressive qui ne donne pas de l'armure et tout, qui a l'air très, cette carte est très étrange. Dites-vous que c'est l'une des cartes les plus difficiles qui m'a été de juger. Vraiment. Cette carte est clairement dans l'une des cartes les plus difficiles qui m'a été donnée de juger. Parce que c'est une carte qui, tu te dis, ouais, c'est aggro. C'est pour un, j'ai 4 points de dégâts face. Voire, vu qu'elle a la toxicité, même si à la fin, je l'ai la top deck et tout dans un deck très agressif, bien sûr, je peux passer des taunts, des trucs de ouf, je peux tuer les trucs chiants. Sur le papier, c'est bon, il n'y a rien à dire. C'est, ça peut être cool, ça peut être moins cool, mais ça donne la même chose à ton allié, à ton adversaire. Là, oui, mais tu en profites bien plus que l'adversaire. Là, je sais pas, hein, parce que tu vas jouer un deck très agressif, tu vas donc toi aussi poser des créatures rapidement. Peut-être que l'adversaire en profitera peut-être plus même. Il aura une 2 trucs de 2 qui va venir traiter tes créatures. Alors que toi, tout ce que tu veux, c'est aller dans la tête. Peut-être dans un deck contrôle voleur. Impossible. Impossible. Non. Alors, déluge des lames, ça marche pas avec. Bon, ça, je pense que vous l'aurez compris, mais je l'explique quand même. Détruis votre arme dont les dégâts sont, détruis votre arme dont les dégâts sont infligés à tous les serviteurs adverses. Ok, pourquoi pas, c'est bizarre la manière dont c'est écrit. Alors, euh, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis ça marche pas? Ça marche, ça inflige 2, c'est une arme, mais elle n'a pas de toxicité. Enfin, je veux dire, le sort ne profite pas de toxicité. Ça, je pense que vous le savez, je le précise quand même, on sait jamais. J'étais censé faire la vidéo à côté du bourrin. C'est un bourrin, vous voyez, c'est aucune sagesse, zéro, ridicule. Probablement en train de siroter un cocktail en ce moment. Pendant que je bosse et que j'essaye de faire apprécier cette chaîne par les 5 personnes qui nous regardent probablement en 2020. Anyway, déluge des lames, donc ça détruit l'arme et ça affiche seulement les dégâts d'attaque de l'arme. Donc ça, la toxicité n'a rien à voir, je précise. Limon des marais, donc tout simplement synergie avec Limon des marais. Tour 1, plaie de la folie. Tour 2, limon. C'est très bien. Donc tu as une 2-2. L'adversaire aura un tour pour taper avec. Probablement il le fera ou pas. Ça dépendra de quel genre de deck il joue, je ne sais pas. Mais juste après, tu auras un limon qui viendra se déposer pour détruire son arme. Et pendant ce temps-là, tu auras une 2-2, toi, toxicité, qui protégera le limon. Parce que c'est toxicité. Tu n'importe quoi. Donc voilà. What? Pardon. Donc je précise le limon. Le forbon de la voile sanglante, c'est la même chose qu'un limon. Parce que, comme je l'ai dit, en général, ton adversaire va taper avec la plaie de la folie. Surtout s'il sait que tu joues des limons. Et là, ça aura la même propriété. Ça casse. Et en plus, le forbon de la voile sanglante, c'est plus agressif qu'un limon. C'est dans un deck. Il a un tribe pirate. Donc voilà, quand vous savez avec quoi ça se combatte et tout. Donc totalement jouable avec cette carte. Nup, Mato des mers du Sud. Tu as une arme au tour 1, tu n'as même plus besoin d'attendre le tour 2. Tu joues une arme au tour 1, tour 2 tu peux jouer 2 matelots, ou arme tour 1, pièce matelot, bub 4 de dégâts face. En wild avec Neneuil, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie de savoir ce qui se passe en wild. Voilà quoi. Donc. Mousse de la voile sanglante. Donc tour 1, l'arme de 2. Tour 2, tu as une 4-3. C'est un pirate en plus, ça combatte avec le reste de ton deck. Cette carte, elle fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais pourquoi pas. Parce qu'en fait, il y a pas de... c'est un tour 2, mais il n'y avait pas d'arme tour 1. Il y en a un pour le voleur, Rastakan, il me semble, mais bon, c'était une 1-3. Là, on a une 2-2, donc ça va rendre plus solide cette créature. À voir. Le corsaire de l'effroi, donc il coûtera 2. Donc, tour 1, tu peux jouer la plaie. Tour 2, tu peux jouer le corsaire. 3-3 provocation, c'est très bien. Le fan des requins, très bonne synergie. Très bonne carte d'ailleurs, le fan des requins. C'est un pirate.
qui invoque un pirate quand vous tapez avec votre héros. Ce qui est totalement ouf avec cette carte, parce que tour 1, tu poses ça. Tour 2, tu poses ta créature, tu tapes avec, tu as 2 pirates sur le board, déjà. Tour 3, tu poses le matelot, là, le bougre d'Orlibrius. Matelot des mers du Sud, c'est ça? Ouais, matelot des mers du Sud, ce qui te booste tes 2 pirates. 2 pirates qui, probablement, le fan des requins sera mort, vu que l'adversaire a un couteau. Je le conçois, pas de souci. Mais on peut rêver. Harrison Jones, bon oui. Si vous la jouez dans une optique contrôle, ou que, par exemple, vous jouez un deck agressif avec ça, mais que vous la piochez tard, vous allez peut-être pas la jouer tout de suite. Vous la gardez, vous la jouez en tour 6 avec votre Harrison, vous piochez 2, vous avez une arme 2 de toxicité. Oui, bien. Pillage, ça marche pas avec pillage, à noter aussi. J'ai fait à peu près la même chose que là, donc c'est certes une arme, mais n'oublions pas que c'est un sort, c'est important. Donc il n'est pas pioché par pillage. Donc faites attention à ça. Dans un deck pirate, on se dirait ouais, c'est bien, ça combat. Non, ça. D'ailleurs, pillage coûte 4, pas 3, hein, je le précise. Il a été nerf. J'ai pris un mauvais screen. Donc j'ai donné 3. Ouais. Elle a été une des cartes les plus difficiles à noter, encore une fois. Euh, C'était difficile de donner ce 3, mais ça peut être vraiment dans un deck très, très, très agressif. Qui charge, qui s'en fiche, qui pose des matelots, ils s'en fichent s'ils se font trade avec l'arme, mais il rentre dedans. Ça peut marcher. C'est pour ça que j'ai mis 3. Ça peut marcher. Et ça fait peur. Bon, passe à autre chose. Ça fait peur, ça fait peur. L'agresseur du bazar. Donc c'est une 3-5 pour 5 ruée qui, en cri de guerre, ajoute un serviteur aléatoire d'une autre classe dans votre main. À quoi je l'ai comparé cette carte? Non, je l'ai comparé à rien, désolé. Je l'ai plutôt assimilé à Tess. Donc bien évidemment, c'est la première idée qui nous vient en tête. Quand on parle de serviteur aléatoire d'une autre classe, c'est Tess qui nous vient à l'esprit. C'est la carte qui profite le plus des cartes d'une autre classe. Pourquoi je parle de Tess directement et pas des autres cartes qui profitent de synergie d'autres classes? Parce qu'en fait, Tess, c'est une carte qui est beaucoup plus intéressante avec les serviteurs. C'est-à-dire que ça, ajoute un serviteur aléatoire d'une autre classe. Ce que les autres cartes ajoutent une carte en général. Toujours ajoute une carte d'une autre classe. Là, on sait que c'est un serviteur. Donc, le fait de prendre un serviteur d'une autre classe et de le jouer au cours de la partie profitera bien plus à Tess qu'un sort aléatoire, en général. Parce que le body reviendra directement sur le place, ce qui est beaucoup plus effrayant qu'un sort à cible aléatoire, etc. Donc, je le précise. Je l'ai comparé aussi à Zilex. Voilà, je voulais d'abord mettre Zilex. C'est les deux coûtent 5, les deux en ruée, les deux en 3 points d'attaque. Il y a un monde entre les deux en termes de comparaison, mais j'ai jugé bon de les juger parce que Zilex c'est le tour 5 préféré de tous les decks. Est-ce que celui-là peut venir compete avec lui? Est-ce qu'il peut venir lui prendre sa place? Ou est-ce qu'il peut venir s'ajouter à lui dans ce deck? 3-5, 3-5, ruée. Il a les moins points d'attaque, il n'a pas bouclier divin, il n'a pas lifesteal, il n'a pas taunt. Ziliax c'est bien au-dessus, bien sûr, mais cette carte est solide, hein. J'aime bien cette carte en fait. Parce qu'elle pallie au problème qu'avait Test et ce genre de deck. C'est-à-dire que c'est des decks qui font qu'une seule chose. Découvre une carte d'une autre classe, voilà, j'attends, je joue, et ensuite je joue Test. Tadam. Non, non, c'est une 3-5 ruée, c'est pas nul pour 5. Tu la poses, ça peut venir prendre un trade, ça vient aider à prendre un trade. Et en bonus, ça te donne un serviteur aléatoire. C'est pas la même, c'est différent des autres cartes qui découvrent, ne fait que ça, quoi. Bon, j'ai parlé quand même des receleuses des entrailles, Vendetta bien sûr, parce que voilà, elles en profitent directement. Même si Tess Gristet, encore une fois, est la carte qui en profite le plus, vu que c'est un serviteur pardon, aléatoire. Bah, il faut noter ça. Vendetta, j'ai donné 3.
Donc j'ai donné 3 parce que pour moi, cette carte, elle a très peu de défauts. C'est une 3-5 ruée pour 5, donc des statistiques correctes, je dirais. Même si elle a 3 points d'attaque au tour 5, ça commence à être faible. Et ça met un serviteur, donc c'est une carte value, qui en même temps tempo, qui en même temps profitera pour les autres cartes notamment. La raison pour laquelle je lui ai mis 3, c'est parce qu'il y a Vendetta, Ressoleuse des Entrailles et Tess Gristet qui seront probablement joués dans ce deck. C'est la raison. Ça compte. Le fait d'être l'archétype dans lequel il sera compte énormément dans ma façon de réfléchir par rapport à la note. Le maître, en fait, il a une place. Il y a un archétype qui lui laisse déjà une place. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va créer un archétype ou quoi que ce soit. Va venir dans un archétype existant, certes faiblard, mais existant, et il va venir renforcer un peu. C'est pour ça que je mets 3, parce que c'est une carte OK qui va venir aider. Alors, le cimetière fourchu, une 2-2 pour 3, combo, gain plus 2 attaque. Oh merde, je pensais que j'avais noté directement. Vertepo, pourquoi pas. Pillage, pourquoi pas. 2. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais dans la tête. Je vais dans la tête. Moi, aller dans la tête. C'est typiquement, je vois ça jouer dans le deck. Tête, tête avec matelot. Juste après que tu es fini avec cette arme, t'enchaînes avec celle-là. Je sais pas comment tu vas comboter. Tu as des pleins de tours 1. Tu joues ça, tu as une 4-2. Tête, tête. Il n'y a aucune autre manière de jouer cette carte. C'est une carte qui fonce dans la tête. Moi, je ne l'ai pas précisé, mais ça combote bien avec le corsaire de l'effroi. Parce que c'est gratuit. Tu peux pièce cimetière fourchu, double corsaire de l'effroi. Je répète, pièce, cimetière fourchu, donc ça devient une 4-2, ce qui fait passer les 3-3 à 0 de mana, et tu peux en jouer. On a tous connu ce que faisait pillage, puis tu joues l'arme à 4, et puis il joue 2 corsaires, ça on a tous connu. Mais là, le danger revient. Qui plus est, ça c'est une arme, donc elle sera piochée par pillage, si pillage est joué dans le deck, et il le sera probablement dans un deck Pirate Face. Donc si tu pillages et que tu joues l'arme et que tu auras probablement poché 2 pirates, ce qui augmentera tes chances d'avoir les corsaires, ça peut être vraiment très 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 dérangeant. Dans un deck agressif, en fait, c'est mieux que la 4-4, la 4-2 pour 4, qui est jouée dans les decks agressifs. Ça met 8 points de dégâts. Là, c'est vrai que c'est une combo, mais ça peut mettre 8 pour 3. Et il a un râle d'agonie, l'autre, qui peut être négatif parfois. Ah, mais avec Leroy, c'est trop fort en fait. Ouais, l'autre arme est bien meilleure. Je suis totalement d'accord. Le seul point positif de cette arme, enfin, la seule chose qui pourrait la rendre meilleure que l'autre, c'est que vraiment, pièce tour 2, tu joues ça. Vraiment. C'est vraiment la jouer avant l'autre. Sinon, l'autre est bien meilleure. Pour un de mana de plus, elle fait elle fait des choses mieux, quoi. Pour ça aussi, j'en ai pas parlé, mais pour elle aussi, ça peut être pas mal. Une 6-3. Ça peut être ouf. Donc je l'ai noté assez rapidement, celle-là. Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Ça va dans la tête, ça peut devenir dangereux, mais non. Non, c'est pas possible. C'est une 2-2 pour 3 sans combo. C'est nul. 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 Non, non, je crois pas. Le chat du pharaon. Je pense que vous avez vu sa note au début de la vidéo. J'ai sans faire exprès, je suis revenu dessus. Je vais quand même expliquer. C'est une 1-2 pour 1 qui en cri de guerre ajoute un serviteur aléatoire encore. Avec réincarnation. Autant pour moi, c'est pas d'une autre classe. Avec réincarnation. Ça peut être un serviteur d'une autre classe. Donc ça peut venir directement booster test. Ou encore tout ce qui est... attends, excusez-moi. Ouais, tout ce qui est Receleur des entrailles ou Vendetta. Mais je pense, là j'ai pas encore vu toutes les cartes, mais je pense que la plupart des serviteurs réincarnation seront neutres. Donc ne comptez pas sur cette carte pour venir comboter avec vos autres cartes de classe. Mais c'est possible. Et le fait que ce soit possible fait que cette carte est un must-have. Elle sera dans tous les decks qui joueront Vendetta, Receleuse et Tess. Tous les decks. Le fait d'avoir un activateur tour 1 qui est un body 1-2, elle sera jouée dans tous les decks Tess, c'est sûr.
Parce qu'on avait Chapardage, qui pour un mana, te découvrait une classe adverse. C'est vrai, ça, c'était sûr de donner une carte de la classe adverse, mais c'était nul. Là, c'est une 1-2, c'est un body, il y a une énorme différence. Ça vient renforcer énormément le receleuse des entrailles, qui maintenant, au tour 2, pourra peut-être être une 3-4 ruée. Alors qu'avant, c'était jamais pour 2 en général. Bref, directement 4 étoiles. Pack, 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 pack. J'ai même pas voulu. Ouais, je suis pas passé par 4 chemins. Pack, pack. 4 étoiles. Euh, 4 étoiles, pas parce que ouais, ça va te jouer dans le deck test. Non. Je pense jouer dans quasiment tous les decks voleurs en fait. C'est un bien meilleur loup, renard du bois maudit, qui était une 3-3 pour 3 du voleur et qui donne une carte du classe adverse. Celle-là est bien meilleure. C'est une 1-2 pour 1, ce qui est bien meilleur qu'une 3-3 pour 3. C'est 1-2 pour 1, c'est même pas une 1-1. Ça, dans une méta où il y a beaucoup de laquais, ça vient chercher un laquais sans mourir. C'est un détail, hein, mais ne sous-estimez pas. Pour 1, ça peut chercher une 1-1 du paladin, ou je sais pas moi, une 1-1 du druide, il en a, hein. Et les laquais sans mourir. Et surtout, c'est un activateur de combo. C'est ça, c'est pour ça que j'ai mis 4. Elle n'a pas de défaut. C'est une 1-1 pour 2, une 1-2 pour 1, qui peut venir chercher quelques trades en early, qui a une présence au tour 1, qui, en plus de ça, peut donner une synergie des autres classes pour activer tes cartes, qui, whatever, quel que soit le deck dans lequel tu le mets, est un générateur de value, et qui est un activateur de combo. Pour 1, une carte qui coûte 1 en voleur, c'est pas la même chose qu'une carte qui coûte 1 dans les autres classes. Ça, il faut le comprendre. 5 étoiles, non, parce que c'est pas la carte sur laquelle les decks tournent autour, elle est pas. Mais moi, je vois tous les voleurs avec. Honnêtement, hein. 4 étoiles. Donc là, on a fini avec toutes les 9 classes. Donc j'ai parlé des 9 classes. J'espère que ça a été cool. Euh, j'ai fait donc 5 vidéos avec le barbare, on va l'appeler la brute épaisse, et 4 vidéos tout seul. Donc là, c'est ma quatrième. Je vais faire une dixième vidéo, enfin une cinquième vidéo tout seul, qui sera la plus longue, où je vais parler de tous les serviteurs neutres. Donc là, à peu près, j'ai parlé déjà d'une vingtaine de serviteurs neutres, où j'ai structuré la vidéo de la même manière, où j'ai vraiment pris mon temps, mis des screens, expliqué les cartes, les synergies différentes à l'image. Donc ça sera normalement un plaisir pour les passionnés, les gens qui veulent voir à l'image, ils veulent discuter, ils veulent du temps, les gens qui ont de la patience aussi, parce que c'est dur hein, de regarder une vidéo 1 heure. C'est dur de la faire aussi. Mais moi, honnêtement, je m'oublie. Parfois, je vois que j'ai fait une vidéo d'1 heure et tout, je m'en rends même pas compte que j'ai fait une vidéo d'1 heure. Je discute, j'oublie en fait que je suis en train de parler tout seul. C'est comme si je parlais avec des gens, quoi. Et tout ça pour dire que il y aura donc 20 serviteurs à peu près où j'aurai mis beaucoup de travail. Mais vu que je vais tourner la vidéo juste après celle-ci, j'ai pas préparé le reste des cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter toutes les cartes neutres. Et ensuite, on va aller voir ensemble les cartes neutres que je n'ai pas vues et les cartes de classe que je n'ai pas vues. Et on en discutera directement. Et je donnerai mon avis à chaud. Comme ça, vous verrez comment je réfléchis à chaud. Parce que là, vous avez vu comment je réfléchis quand j'ai le temps, quand je me pose, quand je vais chercher toutes les synergies, quand je vais me creuser la tête, quand je vais aller chercher les petites bêtes. Ça, genre, je pense que je l'ai montré. Mais j'aimerais bien montrer comment je réfléchis à chaud aussi. Parfois je dis n'importe quoi, ça va être marrant je pense. En tout cas, la vidéo se finit là-dessus, le voleur. Grosso modo, le voleur a eu des cartes assez agressives sur l'ensemble. Il a eu des cartes un peu nulles aussi, je l'avoue. Mais il a eu des cartes, celles-là, intéressantes. À voir. Hein. Peut-être 4 étoiles, c'est ma plus grosse erreur. Hein. On verra. On verra. Ça, c'est une carte intéressante. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, Raldagoni, à chaque fois, Blizzard nous arnaque. Ils nous font croire que le voleur Raldagoni, c'est bon, là, il va jouer, vous inquiétez pas, Shark le requin, ça va jouer, ça va jouer. À chaque fois, ça ne marche pas. Je lui ai pas donné une note extraordinaire, celle-là. Ouais, j'y ai pas cru. J'ai pas cru au baratin de Blizzard. J'ai cru à moitié. Parce que elle est quand même très forte cette fois, mais j'ai cru à moitié. Bref, on verra. Donc, à la prochaine vidéo. Arrivederci.